Imaginons un peu la construction de l'autoroute la plus rapide du monde. Ouais, je vois l'idée. Du goudron parfait, une fluidité absolue, aucune limitation de vitesse, un truc incroyable. Mais le constructeur a complètement oublié de vérifier si des gens voulaient y rouler. Ou même s'ils avaient le permis, en fait. C'est une super métaphore pour notre décryptage d'aujourd'hui, hein. On se penche sur un dossier vraiment massif de Block News qui analyse le cas Google Stadia. Ah oui, et le fameux crash. Voilà. Cette plateforme qui devait tout changer et qui finit avec un flop score de 9 sur 10 dans l'article. Un des pires échecs industriels du jeu vidéo moderne. Et pourtant, la promesse technologique, au départ, elle était bluffante. L'article parle d'une puissance de 10,7 teraflops. En gros, c'était supérieur à la puissance d'une PlayStation 4 et d'une Xbox One combinée à l'époque. Exactement. Et tout ça en cloud gaming pur. Donc pas de console sous la télé. Les serveurs de Google font tout le travail et le joueur reçoit juste un flux vidéo interactif sur son écran. Et le pire, c'est que techniquement, ça marchait plutôt très bien. Mais pour reprendre ton image de l'autoroute, le modèle économique choisi était juste absurde. C'est-à-dire. C'était comme obliger un conducteur à racheter sa propre voiture, au prix fort, simplement pour avoir le droit de rouler sur ce nouveau goudron. Mais attends, je me fais l'avocat du diable, 2 secondes. Pourquoi ça a bloqué à ce point auprès du public? Les gens ont bien accepté de racheter leurs films préférés en passant de la VHS au DVD puis au format numérique? Ouais, c'est vrai, mais Pourquoi le jeu vidéo ce serait si différent? parce que le jeu vidéo, c'est pas juste un truc qu'on consomme de manière passive comme un film, c'est une vraie culture d'appartenance. Les joueurs possèdent des bibliothèques numériques qu'ils construisent sur plusieurs décennies parfois. Ah oui, avec les milliers d'heures de sauvegarde, les trophées, les listes d'amis, tout ça. C'est exactement ça. C'est une identité virtuelle complète. Donc, exiger d'un public aussi attaché à son écosystème qu'il reparte de zéro et paye plein tarif des jeux qu'il possède déjà ailleurs, c'est ignorer profondément comment fonctionne cette communauté. Moi, je suis toujours fascinée par ce décalage. C'est la fameuse approche de la Silicon Valley, en fait. Aborder le jeu vidéo avec exactement la même logique de consommation rapide que Netflix ou Spotify, c'était vraiment le péché originel. Complètement. Je suis pour que c'est la source de tout le problème. Et ce décalage culturel va beaucoup plus loin que le simple modèle financier. L'article souligne une anecdote assez folle sur Hideo Kojima. Le créateur de jeux légendaires, là. Ouais. Il avait proposé un projet exclusif à Stadia, et le projet a été catégoriquement refusé par la direction de Google. Sérieusement? Juste parce que c'était un jeu pensé pour se jouer en solo, c'est ça? C'est ça. Les dirigeants étaient apparemment obnubilés par l'idée d'imposer des fonctionnalités multijoueurs intégrées directement à YouTube. Pour générer de l'engagement perpétuel et maximiser les revenus publicitaires, quoi. C'est un aveuglement impressionnant. Le raisonnement interne, c'était visiblement qu'un jeu solitaire ne représentait pas l'avenir. Il fallait de l'interaction sociale constante pour enfermer les utilisateurs dans l'écosystème Google. Sauf que quand on regarde les plus grands succès critiques et commerciaux de ces dernières années, genre The Witcher ou The Last of Us, ce sont des expériences purement solitaires. Vouloir forcer le réseau social partout, c'était rejeter ce qui fait vibrer une énorme partie du public. Et cette incompréhension fondamentale, elle a provoqué une véritable hémorragie en interne, surtout face à des concurrents comme le Game Pass ou GeForce Now. Qui, eux, se greffaient beaucoup mieux aux habitudes des joueurs, ouais. Voilà, le navire a pris l'eau, Google a dû fermer son studio interne après à peine 18 mois, Jade Raymond, la star de l'industrie qu'ils avaient recrutée, est rapidement partie chez Sony. L'hémorragie totale. Et le rideau de fin est d'une ironie mordante. Le tout dernier jeu publié sur la plateforme, juste avant la fermeture des serveurs, il s'appelait Worm Game. Le vieux jeu du serpent. C'est ça. Un simple petit jeu avec des graphismes ultra basiques qui servait de test pour les ingénieurs. Finir sur le jeu du serpent quand tu as promis de révolutionner la galaxie du divertissement, ça pique. C'est ma conclusion super amère, ouais. Toutefois, il faut quand même souligner un geste inédit dans la façon dont Google a fermé la porte. Ils ont procédé au remboursement intégral du matériel et des jeux. Ah oui, c'est vrai. C'est un acte de contrition colossal, ça. Surtout sur un marché où, d'habitude, quand une machine échoue, le consommateur s'assoit simplement sur son investissement. Totalement. Ce remboursement montre que l'entreprise avait conscience d'avoir brisé la promesse centrale de son produit. Le cloud gaming était censé pérenniser les achats à l'abri du matériel obsolète. En fermant, il détruisait cette garantie. Exactement. Ils ont donc payé le prix fort pour sauver ce qu'il restait de leur crédibilité globale. Au final, Stadia a quand même validé et légitimé la viabilité technique du jeu en nuage. Le terrain était défriché, l'infrastructure testée, mais ce sont leurs concurrents qui en récoltent les fruits aujourd'hui. C'est l'ironie de l'histoire.
Ce qui nous amène à une pensée fascinante pour clôturer cette exploration. Si une méga corporation avec des milliards de dollars, des milliers d'ingénieurs et l'infrastructure la plus puissante au monde n'arrive pas à forcer sa place dans une culture établie, quelles autres industries traditionnelles sont secrètement immunisées contre la fameuse disruption technologique?